Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Eco Hebdo, votre nouveau magazine dédié au décryptage des questions géoéconomiques mondiales. Ce soir donc, nous allons braquer nos projecteurs sur le risque de récession mondiale qui pointe le bout de son nez à la suite d'une série de crises économiques aux origines diverses, mais aux conséquences toutefois plus ou moins semblables. Et c'est d'ailleurs le Fonds monétaire international qui l'annonce, le monde s'achemine doucement mais sûrement vers un nouvel épisode de récession mondiale en 2023. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau un économiste qui connaît bien l'institution de Bretton Woods puisqu'il nous vient directement de Washington. Il s'agit du professeur Abdelrahmi Bessaha. Monsieur Abdelrahmi Bessaha, bonsoir. Quel plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour votre accueil. Accueillons également avec le même engouement notre expert maison, Nazim Sini. Vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Bienvenue à vous également. Merci pour votre invitation. Mais avant de se pencher sur le débat, voyons, jetons un coup d'œil sur les dernières perspectives, justement sur la croissance mondiale établie par le FMI. Rentrons directement donc dans le vif du sujet, entamons le débat. Je pose mon stylo, messieurs, et je vous pose une première question toute simple qui, à mon avis, s'impose. Qu'est-ce que la récession? Alors, j'aimerais avoir d'abord l'avis de l'expert, puis l'avis de l'académicien. Merci pour cette question, elle est extraordinaire puisque c'est le vif du sujet. Oui. Alors, la récession se définit techniquement comme le recul de l'activité sur 2 trimestres consécutifs. Mais ceci ne donne pas un panorama réel de ce que c'est qu'une récession, c'est-à-dire un recul de l'activité, la montée de l'inflation, des déséquilibres budgétaires, des déséquilibres monétaires, éventuellement des taux de change qui peuvent être dépréciés, une montée de la dette. Donc il y a toute une cascade de conséquences qui sont liées au recul de l'activité. Donc définition technique et définition pleine de la récession. Voilà un peu ce que... Donc, à ne pas confondre avec dépression. Oui. Dépression qui est bien entendu une contraction de l'activité avec toute une série, une chaîne d'événements qui est beaucoup plus importante. Ça peut aller jusqu'à 40-50% de recul de l'activité économique, de chute de l'activité. Voilà un peu brièvement comment on peut saisir le concept de récession. Nazim Sini, on entend parler à longueur de journée, récession, récession. Qu'est-ce que la récession chez vous à l'université? Comment vous la définissez? Écoutez, la définition académique rejoint la définition technique, c'est-à-dire effectivement c'est un recul de la croissance, un recul du PIB, consécutivement sur 2 trimestres, oui. Mais effectivement elle englobe d'autres aspects, des aspects budgétaires, des aspects aussi on va dire d'avancée économique, mais aussi un recul de l'activité des entreprises puisque ce sont elles qui sont concernées, et aussi un recul de la richesse parce que le PIB se définit comme un accroissement de la richesse. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui on parle de récession à travers le monde, avec son lot de conséquences politiques, mais aussi sociales. Très bien. Professeur Bessaha, toutes les prévisions, nous venons de le voir, ou presque, à commencer par celle du FMI, convergent vers une récession imminente. Mais avant de parler chiffres, j'aimerais que vous nous dressiez un bilan, justement, rapide de la situation de l'économie mondiale, du point de vue du FMI.
Très bien. Alors, depuis la fin 2019 et le début 2020, l'économie mondiale subit choc après choc. Premier choc, le choc sanitaire, suivi concomitamment par le choc pétrolier. Ensuite, toute l'économie mondiale s'est fermée. Oui. Du jamais vu. Nous n'avons jamais vu un phénomène pareil. Grâce au progrès de la médecine, avec je dirais les vaccinations, plus les appuis budgétaires et monétaires mis en place par les pays avancés, les pays émergents et les pays sous-développés, l'économie mondiale a pu rouvrir au milieu de 2021, avec toute une série de problèmes. Premier problème, un excès de la demande, parce que les ménages ont accumulé des épargnes. Les Américains ont accumulé 2500 milliards de dollars d'épargne. Une épargne consécutive à la baisse de la consommation. Exactement. Et aujourd'hui, il reste encore 1200 milliards. Face à cette demande, vous aviez bien entendu une offre qui était très inférieure du fait de la désorganisation totale des chaînes de valeur mondiales. Par exemple, les prix, il y a aussi le problème des transports maritimes. Les prix des conteneurs sont passés de 3 000 $ à 11 000 $, du fait aussi de la concentration et de la forte demande. Alors, déséquilibre entre demande et offre. Et sur ce, bien entendu, vous avez une inflation qui émerge. Le problème, c'est que cette inflation qui a émergé, toutes les banques centrales se sont trompées en la considérant comme étant une inflation transitoire, parce que tout le monde se focalisait sur la partie demande. La partie offre était occultée, et le résultat, c'est que toutes les banques centrales, notamment les plus grandes, ont raté l'occasion de s'attaquer à l'inflation. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui les inquiétait, c'est qu'elles devaient, d'une part, démanteler tous les mécanismes d'appui au titre de ce qu'on a appelé l'assouplissement quantitatif, et ensuite baisser les taux d'intérêt, remonter les taux d'intérêt. Et les banques centrales étaient très réticentes à faire ça. Elles se disaient, si l'inflation n'est pas structurelle, nous allons démanteler tous les mécanismes en place pour soutenir la croissance, donc nous serons dans une difficulté. Le problème, c'est que l'inflation était structurelle, elle est structurelle. 2022, nous commençons l'année donc avec une inflation qui est assez haute, notamment dans le secteur des services et des contacts. L'inflation a été bien entendu, comme vous le savez très bien, aggravée par la guerre en Ukraine, qui a déclenché deux chocs, un choc énergétique, un choc alimentaire. Sur ce fond, bien entendu, les banques centrales ont essayé désormais, depuis janvier, ont essayé notamment la Fed. La Fed est passée, regardez, de 0,08% le taux d'intérêt en janvier 2, à fin septembre, nous sommes à 3,8. Et en décembre, il va y avoir deux augmentations, 0,75 en novembre et en décembre. Nous passerons à 5,3 de taux d'intérêt en fin décembre aux États-Unis. La Banque d'Angleterre a justement tardé à si je puis dire, emboîter le pas à la Fed, et nous avons vu les conséquences en Grande-Bretagne. Voilà le problème, c'est qu'une fois que la politique américaine devient restrictive, les effets en cascade suivent au niveau de l'économie mondiale. Premier effet en cascade, bien entendu, vous avez la dépréciation des autres monnaies. Qui dit dépréciation, dit bien entendu renchérissement du coût des importations, dit donc renforcement de l'inflation, dit endettement, dit mouvement de capitaux de la part des pays émergents en direction des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez la monnaie, le dollar, qui est à son taux le plus fort, avec toute une série de conséquences sur les pays émergents et les pays sous-développés, pour qui, bien entendu, la charge de la dette va être extrêmement lourde. Nazim Sini, tous les ingrédients donc semblent réunis pour que cette récession ait lieu en 2023. Sera-t-elle plus violente que les précédentes, à votre avis ? Écoutez, je ne saurais vous dire si elle sera plus violente, mais elle est inédite. Elle est inédite à plusieurs titres, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé le professeur, c'est qu'il y a plusieurs chocs. D'abord, c'est une crise multidimensionnelle. Vous avez un choc de la demande et un choc de l'offre, qui vient être aggravé par des tensions géopolitiques, notamment en Ukraine. Et on n'en parle pas souvent, mais aussi entre la Chine et Taïwan. Vous avez le Moyen-Orient aussi qui est en pleine ébullition. Et si vous voulez, l'ensemble de ces ingrédients viennent à nous faire penser que le choc va être terrible. Terrible d'abord pour les ménages les plus fragilisés, puisque ce sont eux qui vont devoir encaisser cette inflation. Aussi pour les entreprises qui voient leur capacité de production réduite, parce qu'elles ne peuvent plus faire face au surenchérissement de leurs coûts d'énergie.
Et j'allais vous dire que chaque crise est à contextualiser dans son époque. La crise de 29 n'est pas semblable à celle de 2008 et celle-ci n'est pas semblable à celle que nous allons connaître en 2023. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que vous avez d'autres éléments, d'autres externalités qui viennent s'ajouter, notamment la crise climatique, que nous n'avions pas en 1929. Et je tenais juste à faire un petit rappel d'histoire, sans sombrer dans le catastrophisme, mais vous savez que la crise de 1929 a vu l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et 2 guerres mondiales sont enchaînées par la suite. Et la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un chemin de crête extrêmement dangereux. Et c'est là où on doit avoir les politiques publiques qui doivent intervenir, mais elles ont très peu de marge de manœuvre. C'est-à-dire que les pays les plus endettés ne peuvent plus aujourd'hui procéder par de la relance keynésienne, c'est-à-dire de la dépense publique. Et c'est ça qui va être extrêmement, vraiment difficile à maintenir et il faudra être très prudent. Mais je pense que là, il faut une coordination de l'ensemble des actions, notamment des institutions financières comme le FMI, comme la Banque mondiale, de concert aussi avec l'ensemble des pays concernés. Vous avez osé un parallèle entre la crise de 2008 et la crise actuelle. La crise de 2008 a été viscéralement, imminemment financière. Celle-ci, le professeur Bessaha vient de le rappeler, est structurelle. Il y a une différence entre les deux ? Mais écoutez, la différence entre les deux, c'est que la crise de 2008, d'abord, elle a été systémique et elle émanait des États-Unis. Donc, vous vous souvenez, elle a été engendrée par l'effondrement des Lehman Brothers, qui était un des plus grands établissements financiers. À la suite de la crise des subprimes, oui. Exactement. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, on sort de la période du Covid, donc une pandémie mondiale, et qui a été suivie tout de suite après par un conflit que nous n'avons pas vu venir. Et surtout que personne n'avait pu anticiper sur la durabilité, je veux dire, et la dureté de ce conflit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à de véritables incertitudes et il est très difficile de nos jours de pouvoir faire des prévisions qui soient éminemment correctes. Professeur Bessaha, selon le dernier rapport, le rapport d'automne la croissance devrait justement ralentir de 2,3% en 2023. Il s'agirait du profil de croissance la plus morose depuis 2001. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Qui risque d'en pâtir le plus ? Alors, premièrement, le FMI ne parle pas de récession. Il est très prudent. Oui. Il parle de ralentissement de l'activité économique. Pourquoi ? Parce que l'impact des crises et des chocs va être différent en fonction des pays. Ça, c'est le premier élément. Au niveau des États-Unis, on anticipe ce qu'on appelle mild recession, une récession douce. C'est une récession qui est déclenchée par la politique monétaire. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un arbitrage qui a été fait. On veut combattre l'inflation, on s'y est pris tardivement, donc on est obligé, on n'a pas pu éviter, un ralentissement en douceur, donc on va avoir un ralentissement de la croissance en 2023. Par contre, pour les autres pays, le choc peut être plus violent, notamment les pays émergents, ou bien les autres pays développés tels que l'Europe, notamment, qui fait face à d'autres problèmes. Les États-Unis ne font pas face à une crise énergétique, ne font pas face à une crise alimentaire, l'Europe l'a fait. Donc, et puis, le retard à l'allumage en matière de politique monétaire a été un peu au détriment de l'Europe. Donc, vous allez avoir des cycles de ralentissement qui vont être différents. Ça, c'est pour 2023. Tout dépend aussi, comme l'a souligné notre ami Nazim Sini, tout dépend aussi des facteurs géopolitiques, comment vont-ils évoluer, comment la crise énergétique va évoluer. Nous pouvons aller, dans certains cas, à des crises beaucoup plus profondes. Dernier point, quels sont les mécanismes que vont mettre en place les différents pays pour faire face à cette crise, qui effectivement frappe déjà au niveau des pays les classes les moins nantis, mais aussi vous avez des crises qui frappent différemment les pays. Très bien. Nazim Sini, d'un point de vue purement macroéconomique, comment fait-on pour prévoir une récession ? Est-ce que ça vous tombe un beau jour sur la tête, tout simplement ? Écoutez, je vais vous dire, c'est comme la météo. Je veux dire, on peut la prévoir et parfois se tromper. Donc, il y a des signaux qui peuvent vous alerter. Donc, il y a des récessions, des crises que l'on peut anticiper. C'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y a eu plusieurs alertes ces dernières années, notamment par une bulle spéculative qui s'est créée autour de certaines valeurs boursières. Oui. Et j'allais vous dire aussi, il y a certaines crises ou certaines externalités que vous ne pouvez pas prévoir. La pandémie de Covid-19
personne ne pouvait la prévoir. Elle nous est tombée dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine prudence lorsqu'on aborde les récessions. Certaines vous alertent, notamment des petits signaux, des petits clignotants. Quand vous voyez que des indicateurs économiques passent du vert à l'orange, de l'orange au rouge, ça doit vous alerter. Et puis vous avez d'autres récessions, d'autres crises qui sont des phénomènes transitoires que vous ne pouvez pas prévoir. Et je pense notamment à des catastrophes naturelles. Vous savez, par exemple, cette année 2022 a été la pire crise climatique qu'a connue le monde, avec des épisodes de sécheresse, des épisodes d'inondation, exactement, qui ont impacté la sécurité alimentaire. Et là, on enchaîne déjà sur de la sécheresse, notamment dans le bassin méditerranéen. Tout à fait. Je vous donne un exemple. En Europe, on a connu aujourd'hui des températures de plus de 30 degrés, ce qui est extrêmement exceptionnel et qui est du jamais vu. Aujourd'hui, à Alger, par exemple, il a fait plus de 30 degrés fin octobre, ce qui présage d'un avenir qui est vraiment inquiétant d'un point de vue réchauffement climatique, et ça va avoir certainement un impact sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et aussi des phénomènes migratoires. Très bien. Professeur Bessaha, le rapport préconise, le fameux rapport du FMI préconise, je cite, que la politique monétaire doit continuer de s'employer à rétablir la stabilité des prix et la politique budgétaire doit s'attacher, quant à elle, à atténuer les pressions sur le coût de la vie. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Qu'il faut faire tourner la planche à billets ou risque justement de voir l'inflation s'emballer ou au contraire instaurer une rigueur à tous les étages? Laissez-moi juste revenir un peu sur le concept de récession. Il n'y a pas une crise unique, il y a plusieurs crises. Il peut y avoir une crise réelle, il peut y avoir une crise financière, il peut y avoir une crise bancaire, il peut y avoir une crise de change. Et ces crises sont, bien entendu, se distinguent par la durée de ces crises et bien entendu par la capacité à surmonter ces crises. Par exemple, les crises financières, il faut prendre au moins 5-6 ans pour les avoir. Alors, au niveau des institutions de Bretton Woods, on a essayé de voir si on pouvait, à l'avance, FMI, Banque mondiale, détecter les signes d'une crise. Alors, on a mis en place un système qui s'appelle les Early Warning Systems. Mais bon, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Par exemple, on regarde le compte courant de la balance des paiements, le déficit budgétaire. Les systèmes d'alerte Early Warning System. Au préalable, si je puis dire. C'est les systèmes, je ne sais pas comment exactement en français. Early Warning System. C'est-à-dire, peut-on se donner les moyens de détecter l'émergence d'une crise en regardant un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques? Bon, ça, c'est pour ce point-là. Pour ce qui concerne ce que le rapport cite, en période de crise, la politique budgétaire devrait essayer de protéger les couches vulnérables de la population contre l'inflation, contre, bien entendu, la pauvreté, la montée de la pauvreté. Ça, c'est le premier élément. La politique monétaire a son rôle est précis. Elle appuie la politique budgétaire, mais en essayant de contenir les pressions inflationnistes. Mais tout ça doit être fait de façon cohérente. Il n'y a pas une politique monétaire en ad hoc, il faut que ça se fasse ensemble. En symbiose, si je Le problème de la politique budgétaire est lié à la disponibilité de ce qu'on appelle l'espace budgétaire. Est-ce que les pays ont des ressources pour protéger leurs citoyens? Alors, vous avez des pays, bien entendu, qui ont accès au marché financier international et ils empruntent. Bon, aujourd'hui, les pays vont regarder à 2 fois avant de le faire parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et d'autres pays vont se tourner vers l'aide internationale ou, dernier ressort, la planche à billets, en se disant, passons ce moment difficile, une fois que la tempête est passée, nous allons prendre en charge les problèmes liés à l'inflation, c'est-à-dire rattraper la masse monétaire, dette, etc., et rattraper. Voilà un peu comment on peut. Nazim Sini, une récession mondiale dans un contexte de tensions géopolitiques telles que nous les connaissons actuellement, risque-t-il justement d'avoir des conséquences dramatiques sur le coût de la vie? Totalement. Et au-delà de ça, je vais vous dire, il va avoir un arbitrage qui va être fait par les ménages. Vous savez, j'aime à dire qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, c'est un avion qui est en train de voler sans commandant de bord avec les 2 moteurs en panne. Y a-t-il un pilote d'un avion? Exactement. Et ces 2 moteurs qui sont en panne, ce sont la consommation et l'investissement. Et ce sont 2 moteurs clés de l'économie qui sont en train de reculer. Donc aujourd'hui, le coût de la vie, effectivement, comme l'a rappelé le professeur, c'est que nous sommes en train de vivre non pas une inflation transitoire, mais une inflation durable, sans qu'il y ait un effet de rattrapage sur les salaires, ce qui va paupériser une partie très importante de la population mondiale. Et il va y avoir aussi un effet, j'allais dire presque pervers et de cycle vicieux, à savoir qu'il va y avoir un report de certaines dépenses dans les biens d'équipement.
que sont l'automobile, les produits électroménagers, etc. Et quand vous êtes une entreprise, lorsque vous faites face à une baisse de la demande, vous réduisez vos capacités de production. Votre carnet d'adresse en prend un coup Votre carnet de commande. Pardon, de commande. Voilà, le carnet de commande en prend un coup, et surtout, derrière, in fine, qu'est-ce qui se passe? Vous licenciez. Donc vous allez alimenter ce cycle récessionniste avec donc du chômage, de la misère. Donc l'effet boule de neige, baisse de la consommation, augmentation, chômage, hausse du chômage. Exactement. Et ce qui nous amène in fine à des répercussions politiques. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a une première ministre italienne qui est d'extrême droite. Oui. Donc ça veut dire vient de prêter serment aujourd'hui, vous parlez de Giorgia Meloni. Exactement, tout à fait. Donc c'est pour vous dire que chaque conséquence économique a des conséquences politiques. Oui. Sans programme économique. Sans programme économique. A réussi l'exploit de se faire élire sur des vagues principes sans programme économique. La crise économique alimente le populisme qui par la suite se traduit dans les urnes dans un pays fortement endetté et qui dépend de l'Union européenne pour pouvoir avancer. Donc, je voulais juste rebondir, compléter en ce qui concerne l'inflation. Aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, l'inflation vient aussi des salaires parce que le système de négociation des salaires est plus souple. L'inflation a déclenché des négociations sectorielles pour essayer de compenser, et ça renforce l'inflation. Alors il y a un autre phénomène qui est extraordinaire, qu'on a des difficultés à expliquer, c'est que le marché de l'emploi tient encore. Le taux de chômage est à 3,8, je veux dire le taux d'emploi. Vous parlez des États-Unis. Oui. Peut-être parce qu'il a été rattrapé quand même à la période de Donald Trump. La demande sur l'emploi dépassait l'offre à un moment donné. L'économie a été extrêmement performante. Extrêmement performante, l'économie américaine, parce elle avait passé la crise de 2014, la crise de 2008 aussi, et elle était en phase de croissance. N'eût été la pandémie, on aurait toujours eu M. Donald Trump à la présidence. Mais je souligne l'effet important, la montée des nationalismes du fait de la crise économique mondiale, et on ne serait pas étonné de voir des résultats inattendus dans certains pays. Très bien, je terminerai avec vous néanmoins, professeur. Le rapport du FMI indique que ce sont les États-Unis justement et la zone euro qui auront les taux de croissance les plus faibles, 1% pour l'oncle Sam et 0,5% pour la zone euro. Rapidement, comment peut-on expliquer cela? Bien sûr, très rapidement, aux États-Unis, la récession va être le résultat direct de la politique monétaire agressive pour combattre l'inflation. Ça, c'est le premier élément. Pour ce qui concerne l'Europe, il y a une différence majeure. L'Europe est plus vulnérable. Elle est en dépendance, vous savez, c'est incroyable d'être dépendante de l'énergie à 60% de la Russie. L'Europe, d'une part, est dépendante sur le plan de l'énergie, elle est dépendante sur le plan alimentaire, et bien entendu, il y a eu un certain retard au niveau de la politique monétaire. Je pense que l'impact sur l'économie réelle va être un peu plus élevé. D'ailleurs, la croissance va être de 3,6 par rapport à 5,2 l'année dernière, mais l'inflation dans la zone euro, elle passera à 8,3. Dans le monde, c'est 8,7. Donc, les effets sont très, très lourds sur l'économie européenne. Nazim Sine, on a le temps de vous poser une dernière question. Justement, peut-on enrayer, voire endiguer une récession ou un ralentissement selon le FMI? Écoutez, on peut tenter d'encaisser le choc. En fait, c'est là où les économies doivent faire preuve de résilience. Et c'est là où l'État doit retrouver pleinement son rôle de protecteur, de régulateur, mais aussi, j'allais dire, quelque part de catalyseur de l'économie mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays qui ont le plus de latitude budgétaire peuvent se permettre de le faire, notamment comme l'Allemagne. Mais il y a d'autres pays où, au contraire, ils ne vont pas avoir la possibilité d'agir notamment par la dépense publique. Et je voudrais juste rajouter une dernière chose, c'est un petit clin d'œil à l'histoire et aussi à un retournement de situation, c'est que les prévisions les plus optimistes de croissance se trouvent en Afrique. Très bien. Professeur, un dernier commentaire avant de rendre l'antenne? Peut-on enrayer une récession, voire un ralentissement? On enraye une récession. La récession passe par plusieurs phases. Il y a d'abord la baisse d'activité, la chute. La deuxième phase, c'est une chute pour aller vers le bas. Ensuite, si les politiques publiques mises en place par les autorités sont à propriété, effectivement, nous entamons la phase de relance. Et tout dépend de la nature de la crise. Telle que celle-ci, c'est une crise qui a multiples origines. Ça va prendre un peu plus de temps pour certains pays. Par contre, je vois les pays avancés, notamment les États-Unis et quelques pays en Europe, et puis quelques pays de tête, la tête des pays émergents, vont rebondir un peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils auront les ressources pour financer notamment le redémarrage. Financière. Voilà. Très bien. Messieurs,
Merci d'avoir été avec nous, professeur Abdelrahmane Ben Saha. Je rappelle que vous êtes senior économiste et expert senior économiste au FMI et expert en macroéconomie. Nazim Sini, vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée sur Al 24 News. Restez fidèles à Al 24 News et à la semaine prochaine.